Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. De 1987 à 2017, le Zimbabwe a connu 30 années de plomb. 30 ans sous la férule d'un homme au pouvoir sans partage, Robert Mugabe, révolutionnaire marxiste anticolonial, devenu un pur autocrate et finalement chassé du pouvoir en novembre 2017. L'actuel président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui a destitué son prédécesseur, était à l'époque son chef des services de sécurité. D'autres responsables de l'époque sont toujours au pouvoir. Pour tourner la page, les Zimbabwéens voudraient que le gouvernement s'explique et s'excuse aussi. Les montagnes du Matopo cachent encore de nombreux ossements que les passages pluvieux mettent au jour. Nos reporters Stéphane Carstens et Caroline Dumais ont enquêté sur ce douloureux passé. Voici leur reportage. Sur les scènes de théâtre du Zimbabwe, la guerre civile qui a suivi l'indépendance n'est plus un sujet tabou. I killed your fathers and brothers, raped your mothers and sisters. Entre 1983 et 1985, l'armée de Robert Mugabe perpétuait des massacres dans le sud du pays. Cette pièce de théâtre, interdite sous l'Ancien Régime, ressurgit dans l'actualité. Les langues se délient, car les morts des années 80 refont surface. La famille Ignati est au grand complet pour examiner le corps de Julius, tué en 1984. Les trois fils sont présents. Il y a aussi sa dernière femme et sa fille cadette. C'est l'association de Shari et Paul, cette militante des droits de l'homme, qui a exhumé et expertisé le corps du défunt. Je regarde ces restes humains et je me pose la question, que peut dire votre père sur ce qui s'est passé? Parce que même s'il est mort depuis longtemps, qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui dans ses dernières heures de vie? Et on a d'ailleurs trouvé des blessures sur ses os. Shari a été formée par des médecins légistes argentins spécialisés dans les morts violentes. Elle a trouvé ici plusieurs dents cassées. Elle a établi que plusieurs côtes l'étaient aussi. Les deux os des avant-bras ont été brisés au même endroit. Ces conclusions confirment le récit du fils Moffat qui a vu les militaires ligoter son père avant qu'il ne disparaisse. Ce qu'on apprend de ces ossements, et ce n'est sans doute qu'une fraction de ce qu'il a enduré, ça suffit pour conclure que cet homme a été sévèrement battu juste avant sa mort. Les membres de la famille sont ensuite invités à reconnaître les vêtements. À cette époque, je travaillais pour les parcs nationaux. On nous donnait ce genre d'uniforme. Alors j'avais pas mal de pulls comme celui-ci. Je les ai donc partagés avec mon père. L'analyse des vêtements apporte de nouveaux éléments. Shari a établi que Julius a aussi été brûlé avec du plastique, une torture communément répandue à l'époque. Ce pantalon nous assène comme une vérité, ce qui a été dit par Moffat. Ce qu'il a vu est vrai. Cet homme a été brûlé délibérément juste avant sa mort. Voilà ce qui est arrivé à votre père. C'est vraiment dur. Ça fait très mal. C'est comme si quelqu'un vous avait déjà tué. C'était il y a 34 ans, mais Chris n'a pas oublié. Des militaires ont envahi son village, opération Gukurahundi, qui signifie en Shona la tempête pour nettoyer les saletés. Rien ne va plus avec son frère d'armes Joshua Nkomo. Le Premier ministre Robert Mugabe s'en prend au Ndébélé. L'ethnie d'Nkomo est issue. Le sud du pays est en état d'urgence. La 5e brigade, entraînée par les Nord-Coréens, attaque les populations civiles accusées de cacher les dissidents.
Parmi les victimes, le père de Chris Julius était un simple paysan. C'est la première fois que ses enfants voient sa photo. Ah oui, je peux le voir. Cet homme, c'est mon père. C'est la première fois aussi qu'il voit son certificat de décès, cause officielle de la mort, mal de tête. Pendant toutes ces années, la mère n'avait jamais raconté l'histoire à ses enfants. Elle a pourtant tout vu. Elle était enceinte, elle a tellement été battue et torturée qu'elle a fait 8 mois d'hôpital avant de pouvoir remarcher. C'est difficile parce que les gens parfois sont paralysés par la peur. Ils pensent que le monstre est toujours en vie. Et on ne peut pas dire du mal d'un monstre qui est toujours en vie et toujours dans une position où il peut vous tuer. Il est toujours puissant. Il est toujours là. Le monstre, c'est ce pouvoir qui n'a pas vraiment changé depuis les années 80. Emmerson Mnangagwa, aujourd'hui chef de l'État, était à l'époque ministre de la Sécurité d'État. Et le général Chiri, qui dirigeait la 5e brigade, est devenu ministre de l'Agriculture. Il travaillait alors en étroite collaboration avec Constantin Chiwenga, aujourd'hui vice-président. Pour tourner la page, les Zimbabwéens voudraient que le gouvernement s'explique, s'excuse aussi. En janvier dernier, alors qu'il tentait de séduire les investisseurs étrangers à Davos, Emmerson Mnangagwa n'a pas pu échapper aux questions. Vous étiez dans une position de pouvoir quand 20 000 personnes ont été tuées au Matabeleland. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui ? J'ai cru comprendre que c'est le genre de chiffre qui circule. Mais sur le terrain, dans cette région, je ne pense pas que ce chiffre soit correct. Le plus important, c'est que ce qui est arrivé est arrivé. Que pouvons-nous faire au sujet du passé ? Nous avons mis en place une commission pour traiter ce problème. Cela ne devrait pas nous empêcher d'avoir un avenir. À son arrivée au pouvoir, le nouveau président a pris les devants. Il a fait passer une loi et mis en place une commission pour la paix et la réconciliation. Elle est présidée par un juge à la retraite. Notre rôle en tant que commission, c'est d'aller voir le peuple. Et ce sont les gens qui vont nous dire quel traitement ils souhaitent. Il y en a qui pensent que pour fermer ce chapitre, il faut des excuses. D'autres disent non, pour qu'on tourne la page, il faut des réparations. Une chose est sûre, il faut qu'on trouve un moyen de refermer ce chapitre. Cette commission a un mandat de 10 ans. Elle regroupe aussi les jeunes activistes de la minorité Ndebele qui n'ont jamais connu la guerre civile. Des jeunes comme Bouzo qui se sentent victimes d'une société dominée politiquement et économiquement par la majorité Shona. Le génocide a continué sous une autre forme. Les populations du Matabeleland ont été marginalisées. Elles ne trouvent pas d'emploi dans la fonction publique. Elles n'arrivent pas à obtenir des prêts bancaires pour leurs entreprises. Elles sont exclues à plusieurs niveaux. Et c'est de tout ça dont il faut parler avant d'aborder le chapitre de la réconciliation. Mbouzo habite Bulawayo, fief de la résistance Ndebele. C'est ici que l'Église catholique avait dénoncé les exactions des militaires des années 80. Chari a vécu ces années-là. Elle a recueilli avec cet avocat des milliers de témoignages sur la 5e brigade au Matabeleland. Leur rapport reste un document de référence. C'était principalement des hommes, mais il y a aussi un bon nombre de femmes. Certaines, par exemple, brûlées vives dans des cases. Et ce n'étaient pas des cas isolés. C'était suffisamment répandu pour qu'on y voie une systématisation. Les statistiques sont un moyen d'établir si celui qui a commis les offenses l'a fait avec intention de procéder ou pas à un génocide. Mais dans ce cas-là, je pense que ce qui est le plus important, ce ne sont pas vraiment les chiffres, ce sont les proportions. Vous pouvez parcourir le Matabeleland de long en large et vous ne verrez pas une seule famille qui n'a pas été affectée par ces événements. Et c'est ça qui est grave. Le rapport recense 3500 morts. Le reste est estimé par extrapolation. L'hypothèse de 20 000 victimes est plausible. Le rapport mentionne aussi la présence de camps de concentration où les prisonniers étaient détenus par milliers.
Tristement célèbre, le camp militaire de Balagué était inaccessible sous Robert Mugabe. Un ancien combattant nous a fait la visite. C'est à partir de là qu'on entrait dans le camp de Balagué. Et on retrouve par là des morceaux d'amiante qui correspondaient sans doute au toit des structures qui étaient là. Moi, je suis convaincu qu'ils ont tout détruit en partant. Il reste quelques signes de vie humaine, mais plus rien des 1800 baraquements où plus de 8000 personnes auraient vécu. Recouverts par la brousse, des bassins servaient de lieu de torture. On les retrouve à plusieurs endroits. Ceux qui ont survécu m'ont raconté. Les victimes étaient pendues à ces branches, par les pieds, ligotées, la tête dans l'eau. Puis on utilisait une corde pour les faire monter et descendre. L'eau leur entrait dans le nez, la bouche, les oreilles, les yeux. Puis ils les remontaient en disant « dites la vérité ». Même ceux qui ne savaient rien essayaient de dire quelque chose. Le terrain est parsemé de monticules qui pourraient être des fosses communes. On a trouvé non loin de là plusieurs charniers. Des dizaines de milliers de gens sont passés par ici. La plupart ont dû mourir. Mais le fait qu'il n'y a aucune reconnaissance officielle de ce lieu, aucune révélation, que les autorités n'aient rien à dire, comment appeler ça un nouveau régime? Est-ce que le nouveau régime va enfin nous dire ce que l'ancien régime faisait à notre peuple? Le gouvernement refuse toujours de faire de ce lieu un lieu de mémoire. En termes débellés, pourtant, le temps s'est un peu arrêté. Les habitants de cette province vivent prisonniers de leurs souvenirs, car les montagnes du Matopo cachent encore beaucoup d'ossements que les pluies parfois découvrent. Avec le nouveau régime, les populations locales veulent toutes retrouver leurs proches pour les enterrer dignement. Chari et son association sont retournés sur les lieux d'exhumation de Julius, car dans la famille Niati, on cherche désormais le cousin. Pour moi, le plus important, c'est que tout ça serve à guérir, à apaiser les familles comme une sorte de réparation. Notre objectif est de retrouver le plus d'ossements possible pour que les familles puissent organiser des enterrements décents. Mais il faut être honnête, dans aucun pays en proie à une guerre civile et à des enterrements clandestins, on n'a jamais réussi à exhumer tous les morts. Pour Chari, chaque corps retrouvé est une petite victoire. Mais en regardant le lieu où son père a été retrouvé, Chris est toujours très amer. Aujourd'hui encore, on n'y comprend rien. Et on veut toujours des explications. Pourquoi a-t-il été tué? Pourquoi l'a-t-on battu? Il n'y a rien sur son histoire, on veut savoir. C'est ce que j'ai toujours dit. Je veux que justice soit faite. Et tant qu'on ne me dira rien, je ne reposerai pas en paix. Chris compte bien mettre les moyens pour offrir à son père un enterrement digne dans son village natal. En pays Ndébélé, ne pas avoir de sépulture provoque la colère des ancêtres. Celui qui a élevé seul ses 8 frères et sœurs espère alors enfin avoir une vie meilleure. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Un taux de chômage à 1%, une croissance flirtant avec les 5% du PIB, des salaires qui ont retrouvé leur niveau d'avant-crise et des investissements en hausse de 8,8%. En Islande, le bilan économique de l'année 2017 a de quoi faire pâlir d'envie les Européens. Reykjavik, la capitale de l'île nordique, reflète ce dynamisme exceptionnel. Des grues s'activent sur le front de mer et de gigantesques projets architecturaux sortent de terre. Salles de concert, centres de convention, logements, commerces ou encore hôtels de luxe. C'est notamment l'explosion du tourisme au pays des volcans qui a permis d'investir des centaines de millions d'euros dans la capitale.
Nos reporters sont retournés en Islande 10 ans après la crise qui a ébranlé le pays lors de l'effondrement de son système bancaire. En quelques années, les Islandais ont tout remis en cause, structure financière, vie politique et organisation de la société. Le reportage de Séverine Bardon, Félix Vignier, Olivier Mazarin et Vincent Roux. Dix ans après la crise, les derniers stigmates de l'effondrement économique islandais disparaissent peu à peu. C'est comme un voyage dans le temps. Saisi par la banque en 2008, cet immeuble qui surplombe la baie de Reykjavik vient tout juste d'être racheté par son promoteur. Nous allons finir ce que nous avions commencé en 2006 ou en 2007. C'est resté comme ça pendant 10 ans. Nous allons enfin le faire vivre, si tout va bien. Tout un symbole, une fenêtre cassée. En Islande, les dégâts économiques sont déjà largement réparés. Plein emploi, taux de croissance de 5%, le dynamisme du pays a de quoi faire pâlir de jalousie ses voisins européens. Il y a des chantiers partout dans la ville, surtout dans le centre. Je pense qu'il n'y en a jamais eu autant. À Reykjavik, des quartiers entiers sortent de terre, comme pour rattraper les années noires où plus rien ne se construisait. L'entreprise de David s'est même lancée dans un projet à destination des investisseurs étrangers qui commencent à revenir dans le pays. Au rez-de-chaussée, nous avons des magasins de luxe dans les 7 bâtiments. Dans 5 d'entre eux, nous avons des appartements à l'arrière, des appartements haut de gamme. Et devant, on a des bureaux. On vise des ambassades, des cabinets d'avocats. C'est le plus gros projet que nous ayons jamais mené. C'est vraiment très gros. Et ce projet est loin d'être le seul très gros de la ville. Juste en face, un balai de grue indique l'emplacement d'un futur hôtel 5 étoiles, le premier du pays. Un chantier révélateur du nouveau moteur islandais, le tourisme. Nature sauvage, paysage à couper le souffle, le monde entier se presse aujourd'hui sur ce petit bout de terre à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique. Vous venez de Taïwan? Oui, Taïwan, Taipei. On vient des États-Unis. On était au lycée dans le Connecticut. On vient juste d'avoir le bac. C'est notre voyage de fin d'études. Paradoxalement, c'est en partie à la crise de 2008 que l'Islande doit cette nouvelle popularité. L'économie s'est effondrée en 2008. Ça, on en a entendu parler. Et tout le monde est resté coincé ici pour au moins 15 jours. J'en ai surtout entendu parler au moment de l'Euro 2016. Après ça, tout le monde est devenu fan. Et moi aussi. L'an dernier, 2 millions de touristes ont déferlé sur cette petite île de 350 000 habitants. Ces dernières années, surtout depuis 2 ans, les groupes de touristes sont de plus en plus nombreux. Le secteur représente désormais près de 10% du PIB. Il garantit au pays un afflux régulier de devises. Si les touristes sont la face visible des changements qu'a connus l'Islande depuis 2008, le principal héritage de la crise est plus profond. L'effondrement économique a engendré une crise de conscience sociale et politique qui continue à agiter le pays. Et tout a commencé dans ce bâtiment avec cet homme, le procureur Olafur Oxon. C'est très sécurisé. Oui. Dans ces boîtes blanches, on a les dossiers criminels, les dossiers de toutes les affaires, ce qui a été rassemblé à la fois pendant l'enquête
et pendant les poursuites judiciaires. C'est assez impressionnant de voir la quantité de papier que nous avons dû étudier. Il y a beaucoup de travail dans ces boîtes. L'Islande est le seul pays au monde à avoir poursuivi ses banquiers en justice. Manipulation des marchés, transactions frauduleuses, 25 condamnations ont été prononcées, assorties de peines de prison ferme. On était empêtrés dans les conséquences de la crise. Et à l'époque, toutes les ressources, y compris l'argent bien sûr, devaient être mobilisées pour aider la société. Mais il a été décidé de consacrer beaucoup d'efforts à cette tâche. Et cela a été fait. C'était une décision politique. Notre budget a été alloué par le Parlement. Nous avons encore 6 affaires en cours. Je veux les mener à bien. Je veux voir le début et la fin de cette aventure. Après 10 ans de procédure, l'aventure judiciaire touche à sa fin. Mais les tumultes sociaux et politiques se font encore sentir. Depuis la crise, les Islandais tiennent leurs dirigeants à l'œil. Les plus riches payent moins d'impôts fonciers et moins de taxes financières. La gauche écologiste se réfère toujours au groupe médian lorsqu'elle parle des inégalités. Alors qu'en fait, il faudra aller beaucoup plus loin. Oui, tu as raison. Sarah et Sindri sont un peu l'incarnation de cette nouvelle société civile. Une société révoltée par la crise et qui le fait savoir. En 2016, ces 2 jeunes activistes ont réuni devant le Parlement près de 10% de la population islandaise. La manifestation a provoqué la chute du Premier ministre impliqué dans les Panama Papers. En tant qu'individus, en tant que citoyens, on regardait nos élus, le secteur bancaire et tous ceux qui étaient censés être plus importants que nous. Et tout d'un coup, nous étions dans la position de parents qui disent « Ok, ça suffit. Cette fête doit s'arrêter là. » Et oui, bien sûr, la crise économique a été le point de départ de tout ce que nous faisons. Oui, et vous savez, les gens avaient attendu assez longtemps. Ils avaient subi les conséquences de la crise en acceptant d'être moins payés, de travailler plus. Et ils avaient l'impression que rien n'avait changé, que rien ne s'améliorait. C'était un vrai problème pour eux. Après leur coup d'éclat de 2016, les activistes sont entrés en politique. Sarah est aujourd'hui députée, représentante du Parti pirate. Au Parlement, elle porte les idées de cette formation contestataire née de la crise et qui a bouleversé le paysage politique islandais. Monsieur le Président, quand on parle d'égalité en Islande, on ne considère souvent que des moyennes. Le problème, c'est que ces moyennes ne reflètent pas la réalité des inégalités entre les citoyens. Gouvernée pendant des décennies par des coalitions de centre-droit, l'Islande traverse aujourd'hui une période d'instabilité politique. Monsieur le Président, je remercie la députée d'avoir posé cette question importante, même si je trouve sa vision trop pessimiste. Katrín Jakobsdóttir est le 3e Premier ministre nommé en moins d'1 an. Les élites ont perdu la confiance de la population. Les gouvernements se succèdent sans vraiment convaincre. Nous avons prévu un budget important pour la réforme du système fiscal et nous espérons que cela correspondra aux objectifs de ce gouvernement. Mais il faudra l'effort de tous pour réussir. Considérée comme le pays le plus heureux du monde avant la crise, l'Islande a depuis dégringolé de tous les podiums internationaux. Mais il est une question sur laquelle l'île fait aujourd'hui figure de modèle, la place des femmes dans la société. Les thèmes que nous allons aborder sont extrêmement importants, non seulement pour le bien-être des femmes, mais aussi pour celui des familles.
et les hommes n'en sont pas exclus. À Reykjavik, des délégués d'une quinzaine de pays européens se penchent sur l'égalité homme-femme dans leur société. L'intervention de la représentante du ministère islandais des Affaires sociales est particulièrement attendue. Je vais vous présenter un nouvel outil administratif sur lequel nous avons travaillé et que nous avons mis en application en Islande. Nous avons même adopté une loi et cela nous a valu l'attention du monde entier. On nous a qualifiés de paradis de l'égalité pour les femmes, ce que nous ne sommes peut-être pas, en tout cas pas encore. En janvier dernier, l'Islande a légiféré pour imposer à ses entreprises l'égalité des salaires entre hommes et femmes sous peine d'amende. Une petite révolution sociale qui suscite bien des questions chez les participants du séminaire. Comment avez-vous fait pour convaincre les patrons? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que c'est inhérent à notre modèle nordique, notre modèle de négociation sur le marché du travail. Je pense aussi que les patrons comprennent que l'égalité des genres est importante pour leurs entreprises, comme pour toutes les organisations. Depuis 9 ans, l'île caracole en tête du classement sur l'égalité des genres établi par le Forum économique mondial. Et la crise n'est pas étrangère à cette montée en puissance des Islandaises. Ça a ouvert les yeux à beaucoup de monde. Par exemple, sur le fait que l'économie et le business étaient entièrement dirigés par des hommes. Alors en 2010, on a adopté une loi obligeant les institutions publiques et les entreprises privées à avoir au moins 40% de représentants de chaque sexe dans leur conseil d'administration. On peut dire que c'est une conséquence directe de la crise. Parce que le business et la banque, c'était des mondes très homogènes. Depuis, l'Islande a renouvelé ses élites. Les femmes sont partout, à la tête des banques, du gouvernement. Même l'Église nationale, protestante, est aujourd'hui dirigée par une femme évêque, divorcée de surcroît. Sarah, la députée pirate, a elle aussi bénéficié de cette lame de fond. En Islande, personne ne s'étonne plus de voir une jeune mère de 4 enfants afficher des ambitions politiques. Il y a clairement une montée en puissance, c'est évident. Les femmes deviennent, comment dire, comme pétillantes. Vous voyez, elles sont comme des volcans. Il y a des nouvelles idées, de nouveaux territoires sont explorés, des murs tombent. Et cela concerne davantage les femmes que les hommes, je pense. L'Islande s'est ouverte à de nouvelles idées, portées par des individus qui n'hésitent pas à casser les codes. Sarah, dont le travail est régulièrement exposé en Europe, puise son inspiration politique dans sa peinture. Ce tableau serait différent si les choses se passaient autrement en politique. J'aurais fait une autre peinture. Ce tableau va m'inspirer quand je monterai à la tribune la semaine prochaine. C'est ça l'effet que je veux produire. Je veux être en colère. Présentée depuis la crise comme un laboratoire social et politique, l'Islande n'a peut-être pas vaincu tous les démons qui l'avaient conduite au bord de la faillite. Mais elle a au moins le mérite de s'être remise en question. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci.
Retour sur le plateau de Code 24, au Liban, en Jordanie, dans les territoires palestiniens, mais aussi en Syrie. Ce sont plus de 5 millions de réfugiés palestiniens qui ont trouvé refuge. La plupart de ceux réfugiés au Liban y vivent dans des conditions de pauvreté extrême. Jusqu'à maintenant, l'ONU les soutenait en s'appuyant sur des donateurs internationaux. Aujourd'hui, les dons ont été supprimés par les États-Unis et ces réfugiés qui dépendent de ces aides se retrouvent souvent seuls face à un avenir incertain. Un reportage de Leila Molana-Allen et Marguerite Silve. Jusqu'alors, un quart du budget de l'agence provenait du gouvernement américain. Mais en janvier, les États-Unis ont drastiquement réduit leur aide, au point de complètement la suspendre le mois dernier. Washington accuse l'agence de gaspiller de l'argent, la qualifiant d'irrémédiablement défectueuse. Les proches de Noura sont des Palestiniens originaires de Syrie. En 2011, il fuit la guerre civile et arrive au Liban. Déjà 2 fois réfugié, sa famille craint le pire. Je vais être forcée de vivre sous une tente. J'ai des enfants tout petits, un garçon et une fille. Notre situation est très précaire. Ils ont besoin de lait et de couches, mais je ne peux pas me le permettre. Il y a des jours où nous ne mangeons pas, comme ça, nous pouvons nourrir les enfants. Cette suppression de l'aide américaine pourrait porter un coup fatal à ces réfugiés. Depuis janvier, cette clinique de Beyrouth Sud tente de survivre à coups de mesures d'urgence. Le personnel n'est presque plus rémunéré. Les médecins, surchargés, reçoivent chacun 105 patients en moyenne par jour. À chaque fois qu'ils sont malades, je les amène ici et ils leur donnent des médicaments. Mais nous avons peur qu'ils décident d'arrêter les aides de l'ONU. Qu'est-ce qu'on ferait alors? L'aide de l'UNRWA ne se limite pas aux soins médicaux. Au Liban, plus de 32 000 enfants fréquentent ces 69 écoles, chacune portant le nom d'une ville de l'ancienne Palestine. On leur apprend à voir les choses en grand et à ne pas limiter leurs ambitions. Je voudrais être astronaute. J'aime l'espace et découvrir de nouvelles choses. J'aimerais être la première Palestinienne à aller sur Mars. Mais il y a une exception. Tous les médecins, enseignants, personnels administratifs et techniques embauchés par l'UNRWA sont eux-mêmes des réfugiés palestiniens. Si de nouveaux fonds ne sont pas trouvés, ces milliers d'employés perdront leur travail et ne pourront pas en retrouver à un tel niveau de qualification. Aucun poste ne sera disponible et cela signifie que certains membres du personnel ne seront plus là. Cela affectera les familles et ils n'auront aucune source de financement. C'est un autre type de massacre. Confrontée à un déficit budgétaire de 217 millions d'euros, l'UNRWA l'affirme, elle ne peut faire fonctionner ses écoles et ses cliniques que jusqu'à la fin de l'année. Mais après. C'est un conflit à huis clos qui a lieu depuis presque maintenant 1 an dans les provinces anglophones du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Dans ces 2 régions anglophones du pays, des groupes armés sécessionnistes ont symboliquement déclaré leur indépendance le 1er octobre dernier. Ils ont alors décidé de créer un État non reconnu dénommé République d'Ambazonie. Depuis cette autoproclamation, la guerre fait donc rage entre ces séparatistes et les soldats de l'armée camerounaise. Des combats qui ont provoqué plus de 160 000 déplacés internes d'après les Nations Unies. Mais les combats ont aussi poussé plus de 40 000 Camerounais anglophones sur les routes de l'exil. Un exode qui les mène au Nigeria voisin, où la plupart de ces réfugiés vivent dans des conditions difficiles, presque sans assistance humanitaire. Les appels aux dons du haut-commissaire aux réfugiés sont restés sans réponse jusqu'ici. Dans la zone frontalière entre le Cameroun et le Nigeria, nos reporters sont allés à la rencontre des victimes de cette guerre d'Ambazonie. Vue du ciel, l'État de Cross River, une province du Nigeria située à la frontière avec le Cameroun. Au cœur de la forêt, ce camp informel abrite 5000 réfugiés camerounais anglophones. Ils sont déjà plus de 40 000 recensés sur le sol nigérian. Ils ont parfois marché pendant des jours pour arriver jusqu'ici. Un périple à travers les bois pour échapper aux combats entre groupes armés sécessionnistes et soldats camerounais. Des combats non loin d'ici, de l'autre côté de la frontière. Ce matin-là,
Une rare distribution d'aide pour ces victimes de la guerre en Ambazonie, la République virtuelle, proclamée par les séparatistes dans les régions anglophones du Cameroun. Tant que je ne vous donne pas, restez tranquille. Où sont les femmes enceintes? Les femmes enceintes d'abord. Dès que je vous donne, vous partez. Du matériel médical, mais aussi des vivres. Une aide précieuse que la fondation Aya est la seule à apporter dans ce camp, une fois par mois. Ce groupe de réfugiés n'a pas encore été pris en charge par le HCR. Certains d'entre eux ont tout perdu, comme Winifred. Mais pas question pour elle d'accepter une éventuelle aide humanitaire du gouvernement camerounais, qu'elle tient pour responsable de cet exode. Ils ne peuvent pas nous chasser et nous nourrir en même temps. J'aurais prévenu les autres. Toute nourriture qui entre ici, dont on ne connaît pas la provenance, on ne doit pas la prendre. Surtout celle qui vient du Cameroun. Puisque nous avons vu le nom de la fondation dessus, nous sommes contents. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux qui avait ramené ces vivres, je ne les aurais jamais acceptés. Ici, la plupart d'entre eux n'ont reçu aucune ration depuis 3 semaines. Pour chaque famille, l'équivalent de quelques bols de riz et des céréales. De quoi tenir jusqu'à la prochaine distribution. La quantité de nourriture étant limitée, la tension est vive entre les réfugiés. Et très vite, la situation dégénère. Une quête désespérée pour des dizaines de mères de famille, comme cette jeune maman qui se bat pour la survie de son nourrisson. Accueilli comme un héros, Emmanuel dirige la fondation Aya qui vient au secours de ces réfugiés. Ce jeune activiste a décidé d'alerter le monde sur cette crise humanitaire en cours. La plupart des familles qui sont ici sont déchirées. On ne sait pas si le père ou la mère ou le frère ou la sœur qu'on ne voit pas est encore vivant. Puisque lorsqu'il y a violence, tout le monde se sauve. Les gens fuient dans tous les sens. Il y en a qui ont perdu tous les biens. Les maisons ont été incendiées. Et puis encore, il y en a parmi ceux qui se réfugient ici qui ont eu au minimum un membre de leur famille incendié dans leur maison. Donc tout ça fait en sorte que tout le monde ici a peur de rentrer chez eux. Même si on dit demain qu'il y a cessé le feu, il va falloir une éducation, la rééducation pour que les gens puissent rentrer chez eux. Le traumatisme est de taille. Le traumatisme d'une guerre sanglante dont les échos parviennent aux réfugiés grâce à ces vidéos récupérées par Emmanuel. Des images d'atrocités d'une guerre qui se déroulent presque à huis clos, sans témoins indépendants pour vérifier les nombreuses accusations de crimes commis contre les civils et les mineurs. Ils ont tué toute une famille, une famille, des bébés. Environ 10 ans, le petit garçon aussi, sa sœur 6 ans. D'après les ONG de défense des droits de l'homme, les deux camps se livrent à des exactions dans ce conflit devenu une guérilla à seulement quelques dizaines de kilomètres d'ici. D'où l'exode continue vers les villes frontalières nigérianes, comme celle d'Ikom. Une municipalité débordée avec des centres d'hébergement saturés et insalubres. Viviane vit dans l'un de ces abris de fortune, dans une pièce commune avec 6 autres familles. Comme vous le voyez, c'est ici que toutes nos affaires sont entassées. On n'a pas de matelas. Nous sommes au moins 35 à dormir ici. Vous pouvez imaginer où nous dormons. C'est ici que des êtres humains dorment. C'est ici. Pour ces 40 000 exilés camerounais enregistrés au Nigeria, le Haut Commissariat pour les réfugiés réclame sans succès une somme urgente de 80 millions de dollars. Le Cameroun a annoncé il y a plusieurs semaines un plan d'urgence pour ce drame humanitaire qui gagne en ampleur jour après jour. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Quand il n'y a pas de Fashion Week, il y a les collections croisières. Créées dans les années 20, elles avaient été conçues pour les clientes fortunées qui passaient l'hiver sous les tropiques.
Aujourd'hui, elles permettent aux griffes de la mode de concilier créativité et chiffre d'affaires. Dior a choisi de défiler dans les grandes écuries du château de Chantilly pour présenter une collection inspirée des cavalières qui pratiquent le rodéo au Mexique. Reportage. Occuper l'espace médiatique, mettre en scène sa propre histoire, c'est le propre de la communication en général et celle de la mode en particulier. Quand il n'y a pas de Fashion Week, il y a les collections croisières. Créées dans les années 20, elles avaient été conçues pour les clientes fortunées qui passaient l'hiver sous les tropiques. Les croisières ne sont pas soumises au rythme trépidant des Fashion Week, alors les griffes les organisent quand et où elles veulent. Dior défile dans les grandes écuries du château de Chantilly et ce n'est pas du tout un hasard. Le point de départ, c'est ce qu'on appelle le mood board. Comme dans un film, pour donner une émotion. Dans nos recherches, on est tombé sur ce groupe de femmes incroyables, les Escaramuzas. C'est une équipe qui pratique le rodéo à Mexico. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est à quel point elles restent féminines. J'ai voulu en savoir plus. Elles pratiquent ce sport, mais elles ne veulent pas renoncer à leur féminité. Leur silhouette rappelle celle créée par Christian Dior. Et comme elles ont commencé dans les années 50, elles portent des robes et des jupons comme dans les premières créations de Dior. Les Escaramuzas, les cavalières mexicaines, elles se sont battues pour revendiquer le droit de participer comme les hommes au traditionnel charreria, les rodéos mexicains organisés après la révolution du début 20e. Elles montent en Amazone, leurs épreuves sont moins violentes que celles des hommes, elles sont ici accompagnées de chevaux camarguais. C'est une escaramuza traditionnelle. Ce sont des mouvements synchronisés. Comme dans la natation synchronisée. On doit tourner ensemble, se croiser les unes les autres. C'est ce qu'on fait dans toutes les compétitions. Habituellement, les Escaramuzas confectionnent elles-mêmes leurs uniformes. Coiffes, robes, accessoires, les tenues répondent à des règles strictes. Pour l'occasion, elles sont, par la maison, habillées de dentelle. Nous sommes à Chantilly. C'était impossible pour moi de ne pas utiliser les dentelles. Dior a réalisé beaucoup de robes en dentelle par le passé. Et aussi parce que je suis italienne. Une partie du sud de l'Italie est très connue pour ses dentelles, tout comme l'Amérique du Sud. Il y a donc beaucoup de dentelles dans cette collection, mais toutes différentes. Des dentelles de coton. Au toucher, vous n'avez pas l'impression que ce sont des dentelles haute couture. Vous pouvez les porter tous les jours. Et dans tous les cas, les collections croisières sont importantes parce qu'elles restent longtemps en magasin. Les collections croisières sont aujourd'hui conçues pour être portées ailleurs que lors de périples tropicaux. C'est comme vous allez travailler, vous allez vous changer pour démontrer que vous êtes plus forte, plus sérieuse. Non, vous pouvez aussi aller travailler avec une belle et douce robe en dentelle. Pourquoi pas? Maria Grazia Chiole fait feu de tous les codes. Elle aime les triturer, les pulvériser pour conquérir son public. Maria Grazia, elle avait repris de la toile de Jouy, mais elle l'avait entièrement modifiée. Et surtout, elle l'a imprimée, elle l'a brodée à des endroits où on la voit jamais. Par exemple, sur des pulls. Oui, elle l'a imprimée, elle en a fait avec des... Tu vois, elle l'a fait sur un fond comme un barbour militaire avec du noir. J'aurais adoré. Adoré. Elle l'a fait sur des couvertures. Il paraît qu'elles vont être très chères. C'est elle-même qui me l'a dit. Qu'elle parle business, féminisme ou esthétisme, sa grande force est de tout entreprendre, non pas à la légère, mais avec la plus grande légèreté. Pour moi, la légèreté est une valeur. Je veux garder la silhouette Dior. La ligne, les vestes, tout doit être léger. Si vous jetez un œil aux archives, vous trouvez des robes magnifiques, mais pas si légères que ça. Parce que c'était un autre temps, un autre climat, un autre style de vie. Aujourd'hui, c'est important de garder la ligne, mais différemment. J'ai beaucoup travaillé sur cette idée, surtout pour les vestes.
Parce qu'elles doivent être confortables. Ce n'est pas possible de porter quelque chose dans lequel on ne se sent pas à l'aise. Une fois n'est pas coutume. Alors que les répétitions s'étaient déroulées sous un soleil de plomb, le défilé a commencé et terminé sous une pluie torrentielle. Les mannequins, bien à leur aise dans leurs solides souliers de randonnée, n'ont pas à craindre de chuter. Excite les talons aiguilles. Vous vous souciez des femmes et puis vous les soutenez, oui. C'est très important. Concevoir une collection pour Maria Grazia, c'est avant tout s'interroger sur le statut des femmes, de toutes les femmes, de toutes les cultures. Être une femme, ça reste difficile. Être une jeune femme homosexuelle, c'est encore plus difficile. C'est mieux que ça ne l'était, mais il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Nous avons plus de pouvoir aujourd'hui, mais il faut utiliser ce pouvoir pour aider différents groupes de femmes, qui sont moins puissantes que moi, par exemple. Pour de nombreuses griffes, la jeune Britannique est devenue l'incarnation du top modèle contemporain. On peut toucher beaucoup de gens avec la mode, comme ici avec ce défilé. Ça touche des millions de gens et c'est une excellente façon de faire passer ce message. Par exemple, il ne faut plus considérer l'éternel féminin comme une donnée naturelle, mais comme une construction sociale. Chez Dior, une nouvelle forme de révolution féministe est en marche. Et c'est ainsi que se referme Code 24. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.